Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième saison de la web-série Défi Viticulture en Occitanie. Donc, en attendant les derniers inscrits qui vont nous rejoindre, je vais vous lancer une petite vidéo et on se retrouve tout de suite. Je la montrerai, ça doit pas fonctionner parce que nous, on est les organisateurs. Allez, nous revoilà. Voilà, on est à peu près 35 actuellement connectés. Les derniers vont se connecter assez rapidement. Donc, pour commencer, je vous propose un petit tour de table des organisateurs pour faire un petit peu connaissance. Augustin et Benoît, je vous laisse vous présenter. Bon, bonjour à toutes et à tous. Augustin Joffre, donc conseiller agricole en viticulture à la Chambre d'agriculture de l'Aude. J'anime notamment un groupe défi dont Benoît fait partie. Et puis je vais laisser un tout petit peu se présenter Benoît. Voilà. Bonjour, Benoît Verger, donc viticulteur et agriculteur, donc membre du groupe défi Ouest Audois, sur la commune de Pesens, périphérie Carcassonne, donc dans l'Aude. Voilà, et le système de production, c'est 35 hectares en vigne et 25 en champ. Donc la production principale, la viticulture. Voilà. Eric, si tu veux te présenter. Eric Lecgouache, à la Chambre d'agriculture du Vaucluse. Je suis à la fois animateur de groupe comme Augustin et je suis avec des agriculteurs comme Benoît. Là, et j'anime le réseau Arc méditerranéen de tous les groupes Viti. Il y a 13 groupes Viti en Arc méditerranéen, 13 groupes défis. Voilà, mon rôle, c'est de faire le lien entre le national et le local et de répondre à toutes les questions des animateurs et un peu de faire le lien aussi avec les agriculteurs. Ok. Et donc, Gabrielle Galipeau, je suis chargée de mission animation éco-phyto à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Et donc, je m'occupe, entre autres, de l'organisation de cette web-série. Et donc, vous me retrouverez sur les 4 épisodes. Maintenant qu'on s'est présenté, je vais rapidement vous demander de poser quelques petites questions. Donc, il y a un sondage qui va s'afficher à l'écran et vous avez qu'à cliquer sur la réponse. Donc, la première question est de savoir quelle est votre profession pour savoir un petit peu qui vous êtes et qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, si vous êtes plutôt agriculteur, conseiller ou autre. Je vous laisse cliquer sur la réponse correspondante. Allez, vous êtes 80% à avoir voté, donc on va arrêter le sondage.
je vous partage les résultats. Donc, vous êtes une majorité de conseillers, donc 52%, 16% d'agriculteurs et 32% d'autres professions. Deuxième petite question, c'est de savoir où vous êtes situé. Si vous êtes plutôt sur la région Occitanie ou dans une autre région. Donc, de la même manière, je vous laisse cliquer sur la réponse correspondante. Allez, vous avez à peu près tous voté. Donc, je vous partage les résultats. Vous êtes à 70% en Occitanie et à 30% dans d'autres régions de France. Donc, souvent la région PACA. Hop. Voilà. Donc, tout de suite, je vais laisser la parole à Augustin pour vous présenter sa présentation sur le biocontrôle. Donc, je fais le partage d'écran et je vais lui laisser prendre la parole. Augustin, c'est à toi. Oui, c'est bon. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, alors juste une dernière petite précision, j'ai oublié. Vous avez un onglet questions sur le côté de votre écran. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions en direct et nous y répondrons à la fin de la présentation. Allez, à tout de suite. D'accord. Bon, alors je ne sais pas si vous me voyez, moi je vois mon PowerPoint. On va donc bonjour à tous. Bon, on l'a vu là qu'il y avait une majorité finalement de conseillers, donc je préviens d'avance. L'idée du PowerPoint là, c'est de présenter en 20-25 minutes, mais c'est vraiment de faire une ouverture sur les produits de biocontrôle et les biocontrôles de manière générale. C'est pas forcément, je ne vais pas vous apporter une solution miracle, et je vais sûrement, pour certains d'entre vous, enfoncer quelques portes déjà ouvertes, mais j'espère que ça pourra faire l'objet d'un petit rafraîchissement des connaissances, vous en apporter d'autres, je l'espère. Et puis surtout, si vous avez des questions, comme l'a dit Gabriel, n'hésitez pas, on y répondra. Et puis, si vous avez des questions plus précises et qu'on n'a pas la réponse sur le coup, on essaiera de trouver ça et de vous répondre un petit peu après. Donc, j'ai un timing à respecter. On va partir pour entre 15 et 20 minutes de présentation. Donc aujourd'hui, dans le cadre des rencontres alternatives phyto, l'intitulé de la présentation est « Utilisation des biocontrôles, protection innovante et naturelle de demain pour une viticulture performante et éco-responsable ». On va essayer de voir un petit peu ça entre nous. Alors, les biocontrôles, ou le biocontrôle, c'est un ensemble de méthodes de protection des végétaux qui est basé sur l'utilisation de mécanismes naturels. Seul ou associé à d'autres moyens de protection des plantes, on le verra, ces techniques sont fondées sur des mécanismes et interactions qui régissent les relations entre les espèces dans leur milieu naturel. Et donc, les produits de biocontrôle sont définis selon un article dans le Code rural comme des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée. Alors, on ne va pas vraiment définir ce que c'est que la lutte intégrée parce que ça nous prendrait une autre présentation, contre les ennemis des cultures. Alors, on distingue aujourd'hui 4 familles de produits de biocontrôle, 4 grandes familles qui sont utilisées dans le cadre de la protection des cultures. Alors, donc on va voir que c'est finalement le biocontrôle, parfois ça peut faire un peu grand fourre-tout. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans la jungle de toutes les dénominations. Donc la première des grandes familles, ce sont les macro-organismes. Donc macro-organismes, ce sont présentés comme tout organisme autre qu'un micro-organisme. Jusque-là, on n'a pas dit grand-chose. Donc, ce sont des auxiliaires, des invertébrés, des insectes, des acariens ou même des nématodes qui sont utilisés de façon raisonnée pour protéger les cultures contre les attaques des bioagresseurs, donc qui représentent les principales catégories de biocontrôle. En fait, on va le voir, en termes de quantité de biocontrôle utilisé, c'est la plus importante. Bon, l'exemple type, on n'en présentera pas vraiment. Bon, l'exemple type, c'est qui est même presque cliché, c'est la coccinelle. Moi, je pense principalement à l'introduction, dans le cadre des vignes, l'introduction de typhlodromes, donc ces fameux acariens auxiliaires,
qui permettent de réguler les populations d'autres acariens phytophages. Alors, quelque chose d'intéressant à noter cependant, les macro-organismes ne sont pas considérés comme des produits phytopharmaceutiques. Ce qui fait que dans notamment l'une des listes que je vais vous transmettre en fin de présentation, vous ne verrez pas apparaître les macro-organismes, voilà, parce qu'ils ne sont pas considérés comme produits phytopharmaceutiques. Alors, donc la deuxième grande famille des biocontrôles, ce sont les micro-organismes, hein, donc principalement les champignons, les bactéries, les levures et les virus qui peuvent être utilisés pour protéger donc les cultures contre les ravageurs et les maladies, et ou, dans d'autres situations, stimuler la vitalité des plantes. Hein, donc ce sont des organismes microscopiques, et donc ces micro-organismes combinent plusieurs modes d'action. Donc ça peut être le parasitisme notamment, la production de toxines directement, une compétition nutritionnelle qui peut s'instaurer entre ces micro-organismes et puis nos maladies ou ravageurs. Et donc tous ces mécanismes-là sont utilisés pour combattre les bioagresseurs et ainsi assurer une protection des plantes. Alors l'exemple le plus classique, le micro-organisme le plus anciennement utilisé, donc c'est Bacillus thuringiensis. Voilà, et il en existe énormément de familles maintenant. Alors, la troisième famille des biocontrôles, ce sont les phéromones ou chéromones d'insectes. Donc là, c'est principalement quand on parle de biocontrôle, vu que nous en viticulture, on pense instantanément, enfin j'espère pour tout le monde, on pense instantanément à la confusion sexuelle. Donc vraiment dans notre tête de viticulteur, les médiateurs chimiques, c'est le biocontrôle par essence pour la viticulture. Hein. Donc, ce sont des substances qui peuvent être perçues par l'odorat ou par les composés volatiles ou par le goût pour des molécules non volatiles. Hein. Donc, le principe, c'est que les informations portées par les médiateurs chimiques permettent la localisation et la reconnaissance de partenaires sexuels, d'une plante hôte, d'un stress, d'un danger. Et donc, ces produits sont généralement utilisés dans les pièges, dans des distributeurs pour inonder les parcelles, notamment pour la confusion sexuelle, en phéromones sexuels et éviter ainsi la reproduction du papillon lorsqu'il est au stade adulte, hein, donc au stade pour sa reproduction. Et enfin, la dernière des familles, alors c'est un peu la famille que j'appelle un peu fourre-tout, donc c'est donc la famille des substances naturelles, hein, donc des substances d'origine animale, végétale ou minérale qui sont présentes dans l'environnement. Alors là-dedans, en fait, on va retrouver pas mal de choses. Donc ça peut aller des substances naturelles, parfois qui sont appelées aussi substances de base. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que les substances de base ne sont pas toutes des biocontrôles. Par exemple, on peut avoir les solutions issues de prêles, les solutions, enfin les produits issus du monde animal avec notamment le petit lait, ou des solutions issues du minéral, hein, par exemple le kaolin. On verra, je vous présenterai une fiche qui a été produite par un groupe Viti d'un autre département sur cette technique-là. Alors là, bon, bien évidemment, en tout cas moi personnellement, je pense principalement au soufre, hein, qui rentre là-dedans, et on verra que parfois il y a de faux amis. J'espère que vous le savez. Donc le soufre est un biocontrôle, le cuivre n'en est pas un, et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors attention avec d'autres confusions. Hein, ce n'est pas parce qu'on parle de substances naturelles, de substances de base, qu'on est forcément dans des biocontrôles. Il y a beaucoup de mots qui gravitent en fait autour de cette notion de biocontrôle. Et biocontrôle dépend d'une législation très spécifique, avec une liste spécifique. Et il faut bien faire attention lorsqu'on utilise certains produits, lorsqu'on a envie d'utiliser certains biocontrôles, en tout cas, hein, de ne pas peut-être se retrouver en présence typiquement de biostimulants qui en effet qui risqueraient, qui ne sont parfois, pas tous en tout cas, des biocontrôles. Et puis ensuite, on a les matières fertilisantes, hein, les MFSC, qui ne sont pas non plus des biocontrôles. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu comment s'appelle, une présentation des 4 grandes familles auxquelles parfois on ne pense pas forcément lorsqu'on imagine biocontrôle instantanément. Alors, biocontrôle, donc pour quelle cible? Eh bien, en fait, pour un peu tout. Hein. Donc pour les maladies, hein, notamment mildiou, oïdium, la plupart des maladies cryptogamiques, on présentera quelques exemples. Pour les ravageurs, bon, évidemment, ver de grappe ou cicadelle. Et puis,
il en existe un, en tout cas, peut-être que vous m'en apprendrez d'autres, mais en tout cas, à ma connaissance, il en existe un pour les adventices. On présentera son mode d'action. Et puis, parfois, on l'oublie, mais vu que ça peut faire partie d'autres, ça peut prendre en compte d'autres substances, eh bien, parfois, il y aura des effets sur le gibier, ça peut avoir un impact sur le gel. On peut utiliser les biocontrôles pour autre chose que contrôler les maladies. Hein, donc les modes d'action principaux. Alors l'un des modes d'action qui est le plus intéressant. Alors système de défense naturelle et système de défense des plantes, SDP ou SDN, ça signifie exactement la même chose. C'est juste qu'en fonction de la cible ou de la personne qui emploie le mot, c'est différencié. Généralement, de ce que j'ai compris et de ce que je peux vous retranscrire, les firmes phytopharmaceutiques préfèrent utiliser le terme de SDN, tandis que bien, moi personnellement, j'utilise le terme de SDP, donc système de défense des plantes. Alors évidemment, le mode d'action fongicide, hein, je pense que Benoît nous en fera partager son témoignage, insecticide, compétition spatiale, principalement pour le kaolin, stimulateur de croissance, confusion sexuelle, répulsif, et puis destruction de la cuticule. Voilà, donc énormément de modes d'action. Il y a vraiment, hein, dans un même mot, il y a vraiment énormément de significations différentes, et c'est pour ça que la jungle des produits de biocontrôle peut parfois faire un peu peur, mais une fois qu'on s'y est mis, il n'y a pas trop de soucis et qu'on arrive à catégoriser ça dans son esprit. 17. Bon, on va accélérer. Hein. Biocontrôle et législation. Alors, la liste des biocontrôles est disponible sur le site de la DRAF Occitanie Agriculture. Donc, le lien, je vous le donnerai ou je vous donnerai le lien en fin de présentation. Alors, c'est la liste complète de tous les biocontrôles. Hein. Elle est actualisée tous les mois parce qu'il y a une très grande évolution réglementaire et on va dire une très grande effervescence du marché sur les biocontrôles. C'est pour ça que ce genre de présentation intéresse beaucoup de gens, parce que eh bien, on avance dans le monde des biocontrôles et il y a de plus en plus de produits disponibles sur le marché et c'est souvent compliqué de faire un peu la part des choses. Donc, un biocontrôle, ça a besoin d'une AMM, c'est un produit phyto, alors sauf pour les produits macro-organismes. Donc, nature et origine de substances actives, donc déjà présent, donc voilà, ça doit respecter certaines spécificités. Donc, principalement, c'est déjà présent dans la nature, extrait d'un matériau naturel ou synthèse chimique à l'identique de cette substance active déjà présente dans le milieu. Et puis là, c'est quelque chose de très important et c'est pour ça, en effet, que le cuivre n'est pas un biocontrôle. Entre autres, eh bien, c'est parce qu'il y a une prise en compte d'un aspect tox, tox et écotox, ça parle pour ceux dont le certificato n'est pas si loin que ça. Prise en compte des aspects toxicologiques, donc pour la santé du préconisateur et la santé humaine, la santé de l'applicateur, et puis écotox, donc pour l'environnement, qui exclut certaines toxicités. Donc, vous ne trouverez pas de produits biocontrôle et aussi de biocontrôle CMR. Et généralement, ce sont des produits qui ont des DRE ou des DAR très très faibles. On y reviendra. Et puis, tous les produits à large spectre d'action qui sont exclus. Et ça, finalement, ça commence à être la norme pour les produits phyto de manière générale. Donc, les produits de biocontrôle ne dérogent pas à cette règle. Alors, pour en faire un petit peu quand même, reparler un petit peu du plan éco-phyto, évidemment, l'objectif, c'est de réduire l'utilisation des produits phyto de 50% à 2025. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, l'un des indicateurs phares, vous le savez, c'est l'IFT. Donc, voilà, je ne rentrerai pas dans les débats sur est-ce qu'il faut prendre en compte les biocontrôles dans l'IFT général, ou l'IFT de synthèse, etc. Mais dans l'ensemble, on considère quand même que par rapport à l'IFT de synthèse, on ne prend pas en compte les biocontrôles. Et donc, les biocontrôles, mécaniquement, permettent de réduire en effet l'IFT. Voilà. Donc, toutes les filières utilisent ces produits, plus particulièrement les cultures légumières, l'arboriculture et la viticulture. J'espère qu'il y aura peut-être d'autres conseillers qui pourront nous présenter des informations sur d'autres cultures, s'il y en a. Et puis, Benoît, toi qui es, tu le verras, mais comme tu es aussi polyculteur, céréalier, on va dire, peut-être est-ce que tu pourrais nous présenter peut-être des biocontrôles en grande culture? J'avoue que je découvre aussi pour moi. En France, 75% des cultures maraîchères sont protégées par des insectes auxiliaires. 50% des pommiers et des poiriers protégés par la confusion. A priori, 5% du colza
seulement par des micro-organismes fongicides. Alors, dans l'Aude, quand même, un petit peu de cocorico pour nous. 35 000 hectares de vignes protégées par la confusion sexuelle. Donc, c'était des chiffres déjà qui avaient 1 an ou 2 ans. Donc, je l'espère que la confusion sexuelle est en augmentation. Hein, je ne sais pas si tu as peut-être des chiffres un peu plus récents. Et puis, allez, pour un exemple dans les Corbières, même si aujourd'hui, on ne se trouve pas dans les Corbières, 3 exploitations sur 4 qui utilisent au moins un biocontrôle. Hein. On le verra, vu que le soufre et la confusion sexuelle est un biocontrôle, on arrive vite à finalement dire qu'on en utilise. Alors, répartition du marché, ça c'était des chiffres de 2017 ou de 2018. Finalement, un tiers de macro-organismes, un tiers de micro-organismes, et puis un tiers de reste, avec une très forte augmentation des substances naturelles, dont le soufre, du fait de l'objectif de réduire les IFT pour l'ensemble de tous les systèmes de culture, et puis le développement toujours important de l'agriculture biologique qui fait que les quantités de soufre sont de plus en plus importantes. Voilà. Mécanisme d'action des biocontrôles. Alors là, je vais en présenter quelques-uns et rapidement. Bon, les 2 grands principes de mécanisme d'action des biocontrôles, notamment pour la protection contre les fongicides, il y a l'action physique. Donc, ce serait par exemple, là vous le voyez, c'est sur la gauche du diagramme, le principe de protéger la plante, donc renforcer la cuticule de la plante pour limiter l'entrée des ravageurs, enfin pas des ravageurs, mais des maladies. Et puis une autre manière, ce serait, on en parle un petit peu, même si la comparaison est assez mauvaise, je vous l'accorde, un petit côté vaccination en amont, ou pour d'autres personnes, je dirais peut-être un petit peu plus de, c'est quoi les petites gélules de sucre là déjà j'ai perdu le mot, l'homéopathie, une espèce d'homéopathie préventive. L'homéopathie, il ne faudrait pas l'utiliser, mais voilà, une espèce en termes chimiques, l'idée c'est de faire croire à la plante qu'il y a agression, donc de faire produire à la plante ses propres défenses et ainsi préparer la plante. C'est le fameux système du SDP ou SDM, système de défense naturelle, système de défense des plantes, qui est utilisé en préventif, et là c'est important, en préventif, pour permettre à la plante de se défendre beaucoup plus efficacement une fois que le véritable agresseur arrive dans le milieu. Alors d'autres, donc ça c'est voilà, typiquement là, bon, l'idée, là je vous présente ce produit-là, on pourrait en présenter d'autres. Donc la molécule de Kosoga, avec un mode d'action de type éliciteur, donc qui agit de façon préventive contre le mildiou et contre l'oïdium. Donc le principe, c'est appliquer le produit en amont de la saison pour préparer la plante à des agressions. Un autre mode d'action, celui-là, je pense que vous le connaissez plus, c'est le fameux donc, tous les produits qui sont à base d'huile essentielle d'orange. Tu sais que tu l'as utilisé, ouais. Tu nous en feras un petit peu le témoignage. Ça fait 2 ans moi-même que tu l'utilises, c'est ça. Bon là, c'est cité Limocide. Évidemment, il y a d'autres firmes, d'autres qui le produisent et qui le distribuent. Bon, le principe, c'est agir de façon physique par la brûlure sur certains insectes, et puis brûler aussi les parties aériennes des champignons. Donc là, le produit extrêmement efficace et qui est évidemment souvent, comme la plupart des biocontrôles, utilisé avec un produit, avec un autre produit, toujours en combinaison et très rarement seul. Voilà, tellement efficace le produit que, évidemment, vous le savez lors de vos préconisations, attention aux brûlures du végétal. Et puis un dernier petit point, que je n'ai jamais vu fonctionner de mes yeux, si je puis dire, mais on commence à avoir de plus en plus de retours. Donc là, là c'est le produit Beluca de société Belchim, qui est le seul herbicide biocontrôle que je connaisse. Alors peut-être, et j'espère en apprendre, et peut-être que vous en aurez d'autres à me présenter dans les questions. Bon, le principe, c'est donc un produit de contact strict, évidemment, qui fait fondre, si je puis dire, ou rend perméable la cuticule, et donc destruction ensuite de la plante par les UV, destruction des cellules, perte d'eau, déshydratation des cellules. Alors ça me fait justement rebondir sur
l'amalgame qui peut exister entre les produits AB et les produits biocontrôle. Alors cet amalgame, personnellement, je pense qu'il vient d'une raison, c'est que dans biocontrôle, il y a bio. En fait, biocontrôle, eh bien, c'est tout simplement la traduction française de biocontrol, en vérité, ça vient de là, qui fait que nous, pour nous Français, on a une espèce d'amalgame en pensant que tous les produits de biocontrôle sont bio et vice-versa. Alors non, ça c'est très important. Je sais que pour les 90%, on va peut-être enfoncer des portes, mais c'est important. Il y a une liste spécifique. Le lien est là et puis je vous la donnerai aussi, qui est éditée pour cette fois par l'IFV. Certains produits de biocontrôle sont en effet bio, mais ce n'est pas le cas pour tout. Et puis certains produits d'agriculture biologique sont évidemment utilisés en AB et ne sont pas biocontrôle. C'est l'exemple du cuivre. Alors je ne sais pas si là vous voyez bien. Cette liste, elle est disponible là. Donc liste des produits de biocontrôle homologués en viticulture. Vous pouvez la voir ici. Donc là, vous les avez, c'est sur le site de l'IFV, c'est disponible. Voilà, donc vous avez des différences par certains produits sont AB et d'autres ne le sont pas. Donc attention, là vraiment, pour les conventionnels, a priori, vous vous en fichez un petit peu, mais attention pour les produits, pour les producteurs. Pour les producteurs bio, de ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Alors, avantage du biocontrôle, là, on va parler vraiment principalement pour les viticulteurs. Le principal, moins d'impact sur la santé et l'environnement. En effet, on l'a vu, les produits sont des classements tox et écotox favorables. Donc, il y a un intérêt pour l'utilisateur, pour le personnel, pour les riverains. On y reviendra, je le pense, peut-être dans les questions ou dans les témoignages. Peu ou pas de délai de réentrée. Donc, ça, c'est aussi intéressant peut-être en termes de gestion des temps de travaux si on veut être dans la réglementation. Un délai avant récolte minimal pour certains produits. Donc là aussi, ça peut être très intéressant. On le voit sur des campagnes phyto. 2020 en est l'exemple. Sur des campagnes phyto rendues vraiment complexes, vraiment jusqu'à veille de vendange, eh bien l'utilisation des biocontrôles peut avoir vraiment un intérêt sur ce moment où la chimie, où les produits de synthèse, les produits conventionnels doivent s'arrêter pour des raisons réglementaires de DAR. Donc, on l'a dit, qui dit des DAR très très faibles dit des produits généralement moins de 300, donc moins de résidus. Et puis, il faut le dire aussi, on est dans un monde où il est important de communiquer pour tout le monde. Et donc, l'image du viticulteur et de sa production plus vertueuse. Est-ce que cela peut se traduire par un argument commercial? Je n'en sais rien. Peut-être est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent dans leur communication? Peut-être vous témoignerez. En tout cas, ça peut s'imaginer. Alors voilà, nombreux points communs entre les produits AB de biocontrôle. On le comprend, c'est pour ça qu'il y a parfois des confusions. Diminution des risques pour la santé, pour l'environnement. Réduction de la dépendance du système aux produits phytopharmaceutiques. C'est à voir. Alors, problème, ça je pense que tu en témoigneras parce que c'est l'un de tes chevals de bataille, c'est le coût et le temps de travail qui peut être parfois élevé. Et puis enfin, une réponse à une attente sociétale. Alors, avant de terminer, s'il me reste 5 minutes, je pense qu'il me reste 5 minutes, je voulais vous, non pas présenter des résultats, parce que ce n'est pas véritablement à moi de le faire, et puis l'étude est encore en cours, mais je voulais vous présenter le principe de l'XP RESAB Biocontrol. Peut-être qu'il y a des techniciens qui le connaissent. Donc, c'est une expérimentation qui est montée par l'IFV et principalement financée donc, par la région Occitanie. Nous, dans l'Aude, on a la chance d'y participer, notamment à travers le domaine de Cazes, le domaine expérimental de Cazes. Et donc, c'est une expérimentation qui a vraiment deux objectifs. La première, c'est de comparer des programmes de traitement entre des programmes de traitement conventionnels et des programmes de traitement à très, très grande majorité biocontrôle, quitte à aller parfois jusqu'à la rupture en n'utilisant que des produits de biocontrôle. Donc ça, c'est l'un des premiers volants. Et puis le deuxième volant, c'est essayer de comprendre l'acceptation des viticulteurs ou des agriculteurs face à la présentation des résultats. Donc, en fait, on les fait venir dans les vignes et on les fait voyager entre le rang de vigne témoin, le rang de vigne biocontrôle, presque totalement biocontrôlé, on va dire, et puis un rang de vigne conventionnel, qui sont la plupart côte à côte.
et on essaye de recueillir leur ressenti. Et bon, cette année, c'était vraiment assez intéressant et je pense que peut-être tu t'en toucheras un petit mot parce que je crois que ça t'avait bluffé. Bon, bah, le mot, c'est bluffé. Voilà. Alors, pour information, quand même, au domaine de CASE, là, je pourrais vous donner, si vous le souhaitez, pour vraiment les plus curieux d'entre vous, le programme de traitement. C'était un programme de traitement vraiment à base de biocontrôle avec parfois des produits bio aussi. Et puis, par contre, le cœur le cœur du programme, enfin en tout cas le cœur, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais au moment de la fleur, donc l'un des stades les plus critiques, vous le savez, là par contre il y a eu l'utilisation d'un produit conventionnel. Donc ça vous montre bien la compréhension voilà, des conseillers et puis de la recherche sur l'intérêt d'aller parfois jusqu'au point de rupture, mais aussi l'intérêt d'être économiquement viable et de ne pas et de bien comprendre à quel point est-ce qu'on peut jouer sur les biocontrôles ou non. Bon voilà, il est 32, je pense que le timing est plus ou moins respecté. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, je crois que les questions on les fera toutes à la fin. Alors je sais, on peut maintenant partager webcam, tout à fait. Voilà. Alors là vous me voyez. Est-ce qu'il y a des questions, Gabriel, ou on les fait après, hein? C'est ça, on avait dit? Voilà, on va prendre toutes vos questions après. Il y en a déjà quelques-unes. On va enchaîner tout de suite avec le témoignage de Benoît Verger. Et je vous invite à continuer à poser vos questions en direct et on répondra à toutes les questions juste après. Ok. Ben voilà, du coup, je ne vais pas introduire Benoît parce que je l'ai déjà fait un petit peu, mais je vais le laisser surtout se présenter. Bon, comme on l'a dit, l'objectif d'aujourd'hui, c'est présente un petit peu ton exploitation pour que les gens puissent se projeter dans ce que tu fais et dans ton exploitation. Et puis après, essayer un petit peu de nous partager peut-être tes impressions sur l'Experizap en premier, on le verra. Et puis après, toi, ton programme de traitement, dans quelle mesure est-ce que tu as introduit ou non les biocontrôles l'année dernière et puis cette année, sachant que c'est deux millésimes sacrément différents. Voilà. Bonjour à tous. Alors, Benoît Verger, viticulteur, je vous l'ai dit à me présenter tout à l'heure sur la commune de Pezay, périphérie autour de Carcassonne, dans le département de l'Aude. Alors, moi, je vais vous amener plutôt au contexte. Qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressé à la bataille de diminuer la lutte des IFT, et ce qui m'a paru le levier le plus facilement actionnable, ça a été, je pense, les biocontrôles, puisqu'il y a rien de plus simple, il s'agit de les mettre dans le privé, il n'y a pas de grosse transformation à faire sur son exploitation, à l'inverse de acheter un intercept ou je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, en fait, voilà, le millésime 2018, chez nous, a été traumatisant. C'est un millésime mildiou, mais vraiment, moi, je suis des pots cassés sur des matières actives qui ont complètement décroché. C'est le cas du Simoxani, des trucs comme ça. Bref, il y a eu des pertes sur certaines parcelles, heureusement pas toutes. J'ai des merlots qui sont descendus à 50% de leur potentiel habituel sur la moyenne des 5 dernières années. 2019, à l'inverse, a été un millésime soft, très facile, avec peu de pression. Mildiou et Diom, on avait une pluviométrie relativement faible. Les temps, on est arrivé à respecter les cadences sans problème. Entre-temps, donc, les démarches cheveux se mettent en place. Moi, je suis adhérent dans une coopérative. On commence un petit peu à nous demander de nous y mettre. Et la coopérative a fait la démarche d'inciter les volontaires, de choisir des volontaires. Bon, c'est une grosse coopérative, on fait pratiquement 400 000 hectos. Donc d'aller chercher, je ne sais plus, il y a 15 ou 20 exploitations qui ont été plus ou moins motivées pour aller dans la démarche. Donc 2020, voilà, le millésime commence au fin avril avec les premiers traitements. Donc je pars sur un programme classique, mais en ayant dans le coin de la tête d'essayer de diminuer les IFT. Sauf que le millésime 2020 a été vraiment comparable à celui de 2018, avec une forte pression mildiou. Par exemple, entre le premier traitement et le second traitement, il y avait à peu près 12 ou 14 jours. On a pris une épisode de pluie de 120 ou 130 mm, je ne sais plus. Donc des inondations, mais alors le département était un peu coupé parce que l'ouest, vraiment l'extrême ouest au n'a pas eu ces grosses pluies. Donc, difficulté de positionner. Pour moi, la bataille IFT allait être complètement perdue. Donc, il a fallu sortir à l'armada, les produits, pour moi, c'était des nouveaux produits, des types Zorvec, tout ça. Et puis après, quand même, dès l'instant qu'on a pu un petit peu lever le pied, c'est un petit peu à l'image de l'expé que présentait tout à l'heure Augustin,
quand on a commencé à passer le temps les stades critiques, post-floraison, on va dire, là, quand même, on rentrait sur fin juin, début juillet. Malgré quelques épisodes pluvieux, bon, la pression allait en diminuant, bien que sur les parcelles qui avaient, les symptômes étaient sortis au mois de mai, eh bien, il fallait continuer, il ne fallait pas baisser la garde. C'est vrai que celles où il n'y avait pas trop de symptômes, on pouvait commencer un petit peu à lever le pied. Donc, c'est là où je me suis dit, notamment dans l'unité MIDIO, on va intégrer des biocontrôles que j'avais déjà un peu utilisé en 2019. C'est notamment l'association de cuivre avec des LBG, là, des diphosphonates de potassium, des trucs de ce style-là. Voilà, parce que pour moi, la maladie principale en viticulture, c'est le mildiou, suivi du ver de grappe et de l'oïdium. Alors, cette classification, pourquoi? Parce que les deux premières maladies que je vous dis, elles peuvent vraiment prendre la récolte. Ver de grappe, pardon, oïdium, bon, on arrive toujours, même quand les symptômes sont sortis, à sauver une récolte, bien que le potentiel qualitatif risque d'être affecté. Mais en mildiou et en ver de grappe, quand le mal est fait, c'est très très difficile de rattraper les dégâts. Donc, sur l'oïdium, sans le savoir, enfin, c'est pas vraiment sans le savoir. Bon, moi, j'avais je connaissais un petit peu la viticulture parce que bon, j'ai grandi au père était viticulteur. Le soufre, par exemple, pour moi, c'était une valeur sûre. Donc, utiliser des soufres dans les programmes, je le faisais déjà. En effet, pour moi, le biocontrôle le plus sûr aujourd'hui, pour moi, le meilleur allié du biocontrôle que je trouve dans la lutte au idiome, c'est le soufre. Avec des risques, puisque bon, vous n'oubliez pas qu'on est dans la zone méditerranéenne, avec des risques de brûlure en période estivale, en 2019 notamment. Il y a eu une bonne partie de vignes, notamment dans l'Hérault et l'Est audois, avec des grosses brûlures, avec des quantités de soufre. Et ça, à la rigueur, je veux dire, c'est pas un problème. On peut très bien essayer d'imaginer d'associer les soufres à des doses plus faibles avec des spécialités, tout en renforçant des spécialités classiques qui ne sont pas des biocontrôles. Et on arrive quand même à des résultats intéressants. Depuis 3 ans, j'ai fait de la confusion sexuelle, donc RAC et Isonette. Là, pareil, c'était des parcelles sur lesquelles nous, la coopérative, chaque saison, au mois d'août, il y a une classification des parcelles pour aiguiller sur des processus de production qu'on a, puisque on a donc soit on part sur des productions de rouge, de rosé, tout ça. Donc dès l'instant qu'il y a un problème, on va dire phytosanitaire, les parcelles sont déclassées. Les parcelles dont je vous parle en ver de grappe, c'était des parcelles que en 3-4 ans, je me suis déclassé 2 fois pour cause de ver de grappe, alors que je faisais des traitements. Donc là-dessus, j'ai intégré les biocontrôles qui m'ont pas permis de résoudre le problème, mais de résoudre la pression. Et je pense, d'après mon expérience, que c'est un bon allié dans la lutte, mais dans des situations à grosse pression, ça n'exemptera pas du tout, mais alors pas du tout, d'une lutte chimique. Par contre, sur des zones à pression moyenne, sur la confusion, moi, dans le réseau défi, on discute avec certaines personnes. C'est un petit peu la limite des échanges. Chacun met un autre niveau. Il y a des gens qui vont être satisfaits d'une situation, vous repassez derrière, vous ne serez pas satisfait de cette situation, et vice-versa. Et moi, j'avais des gens pour lesquels on échangeait, des agriculteurs avec lesquels on échangeait, enfin des vitis, qui me disaient « Ah ouais, mais moi c'est bon, avec la confusion, maintenant le problème est réglé. » Je ne suis pas plus que l'autre, on va essayer, pourquoi pas. Et je me rends compte que sur les parcelles à fort problème, à forte pression, ça ne suffit pas. Par contre, dans des situations de risque moyen, et par contre, ça c'est très important, il faut continuer à suivre la confusion. Et je me suis rendu compte que, par exemple, que sur des parcelles à risque moyen, ça peut passer, mais il faut surveiller. Et sur les parcelles à fort risque, je me suis rendu compte que c'est vrai que la confusion avait un impact, puisque je me retrouve avec des dates d'application par rapport aux préconisations des distributeurs décalées de 10 à 15 jours. Alors ça a son importance, parce que quand vous faites des cépages tardifs, exemple Cabernet Sauvignon dans notre zone, ça peut permettre des fois de gagner la bataille avec une seule intervention, alors que dans la situation, on va dire, non confusée, il aurait fallu en faire 2. Alors, tout ça, je trouve que quand même, à des moments, ça peut résoudre des situations. Mais ce n'est pas l'assurance contre tous les dangers. Voilà. Et donc, voilà, sur la confusion. Alors, moi, là, actuellement, je vais un petit peu attaquer une reculade sur la confusion. Je pense que je vais plutôt aller sur des parcelles avec peu de problèmes pour essayer de me dispenser d'une lutte ver de grappe
tout en ayant à côté, puisque nous on est dans un périmètre de lutte obligatoire cicadelle fluorescence dorée, et en essayant de positionner les traitements fluorescence dorée, les ajuster un petit peu avec les problèmes vers le grappe. Et parce que toujours en tête, essayer de diminuer les IFT, mais en essayant quand même de ne pas mettre à mal la production. Voilà. Moi, enfin, je ne suis pas venu pour vendre du rêve. Mon idée, c'est de dire ça marche, ça aide. Enfin, si c'est peut-être pas le bon terme, c'est pas ça marche, ça aide. C'est pas la panacée, mais ça aide. Alors, ce que j'ai expliqué tout à l'heure en préparation de réunion, ça a un coût. C'est vrai que moi, maintenant, ça fait presque 20 ans que je suis installé. Bon, voilà, le contexte économique fait que c'est quand même mieux que. Enfin, voilà, il y a une pression pour l'endettement de ça qui est moins forte. Mais attention à ne pas prendre trop de risques. C'est un bon outil, hein, c'est comme dans une caisse à outils, plus on a d'outils, mieux c'est. Mais tous ne se valent pas. Voilà. Peut-être que dans une caisse à outils, la clé à molette sera plus importante que la clé de neuf. Mais si elle n'a pas la clé de neuf, ben, il la faut quand même. Voilà. Donc sur le biocontrôle, moi je pense que c'est une aide qu'il ne faut pas négliger. Mais c'est pas. Voilà. Moi j'avais lu, je lis un peu la presse, c'était Réussir Vigne, Viti, où je voyais des préconisations où en dehors des périodes de forte pression, ça passait. Et c'est vrai, on peut dire ça. Une année comme 2019, je peut-être le regret de ne pas en avoir fait un peu plus. Mais bon, voilà, ça c'est une expérience. Et pour revenir sur l'expé que j'ai vu sur le domaine expérimental qu'il y a dans l'ordre de la Chambre des cultures, en effet, c'était bluffant. Moi, j'ai vu vraiment très peu de symptômes oïdium, hein, dans la limite de l'acceptable. Enfin, acceptable, c'est peut-être un peu trop, mais franchement, quand on voit le programme, il y avait juste les encadrements de fleurs qui étaient faits avec des produits. Après, c'était des produits de bonne. Voilà, c'était des bons produits, c'était type Luna, je ne sais plus un antimildu que qu'il y avait. Maintenant, pour repositionner le contexte, le domaine de case étant situé à l'ouest du département, sur l'épisode où on prend 120 mm en mois de mai, qui donne le tempo, parce qu'après, c'est toujours pareil. Nous, on dit toujours dans la région, il pleut toujours sur les mouillés, c'est vrai. Quand vous commencez avec une situation humide, elle est plus propice aux orages. Dès qu'il y a un peu 2-3 jours de chaleur, ça s'est fini par des orages. Là, sur le secteur de l'exploitation, le domaine expérimental, eh bien, quand nous on prend 120, ils ont pris 48. Donc ça donne le tempo après de la région où la pression Midiou a été beaucoup, mais alors beaucoup moins forte. Hein. Quand je recevais l'épi Midiou, ben, les FTA étaient c'était de l'ordre à 3-4 fois, à des valeurs 3-4 fois plus basses que celles qu'on avait sur le secteur où je suis. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que voilà, l'image de la boîte à outils, quoi. Plus on en a, mieux c'est pas la panacée, mais ça peut permettre de gagner des IFT. Après, tout dépend du niveau de risque qu'on accepte, bien sûr. Ok, bah, merci beaucoup. Je crois qu'on est bien, il est 45. Gabriel, si tu veux reprendre un petit peu la main, est-ce que… Alors, merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation et votre témoignage. Donc, on va commencer les questions. Eric, si tu veux nous donner les premières questions qui ont été posées. Oui, il y a eu des questions, donc j'ai répondu par écrit dans les questions. Là, il y a eu, enfin, je veux dire pour tout le monde, une question sur le Beluca. Alors, c'est une question un peu particulière. Je vais laisser peut-être Augustin et Benoît donner leur avis sur le Beluca. Est-ce que vous l'avez testé? Moi, j'ai fait une réponse un peu. D'accord. Alors, est-ce que vous l'avez testé? Vous compléterez éventuellement. Non. D'accord. Non. Moi, j'ai pas. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais dans la présentation. Moi, j'ai pas vu le Beluca en action. J'ai pas vu le Beluca en action, et j'ai pas d'agriculteur, en tout cas auquel j'ai pu jeter un œil sur le programme de traitement, qui aurait utilisé du Beluca. C'est vrai que on en entend parler, ça fait parler, mais il semblerait qu'il y a encore très peu de gens qui l'utilisent. Est-ce que parce que l'idée c'est de se passer des herbicides tout court et pas peut-être juste se passer du glypho, peut-être que ça vient de là. Et ensuite, d'après ce que j'ai compris, il y a évidemment, vu que ça reste un produit de biocontrôle, il y a des conditions d'application qui sont a priori très strictes pour que ça fonctionne. Donc on parle de température spécifique, on parle d'intensité lumineuse, donc de couverture nuageuse spécifique, pour que le produit soit efficace comme il faut. Et je crois que c'est souvent l'un des points, l'un des points qu'on oublie
sur les produits de biocontrôle, c'est l'importance de l'efficacité. Alors, on parle souvent de bonne application, de bonne pulvérisation, mais avec les produits de biocontrôle, il y a une question de comment ça s'appelle, en fait, toute la chaîne doit être respectée, du stockage jusqu'à vraiment l'utilisation du produit dans les bonnes conditions, même climatiques. Et ça c'est très important. C'est bien plus finalement complexe et fin dans la gestion de l'application que des produits conventionnels qui sont faits pour être, il faut le dire, efficaces, un peu tout terrain, quoi. Voilà. Est-ce que toi, Benoît, tu avais vu des trucs? Moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer. Ah, tu avais fait le mais test, pas chez moi. En fait, c'était chez Thibault. Là, ça. Ah, d'accord. Un gars chez qui j'avais fait pour dépanner, j'avais fait un peu de dépamprage avec une dépamprage chimique. Ah, bah, c'est intéressant. Et lui, ce qu'il avait fait d'un côté, alors c'était pas le même cépage, donc difficile à comparer. J'avais fait sur Sauvignon Blanc, on avait fait un dépamprage classique, donc c'était le produit ne me revient pas là, Shark. Voilà, une Shark à 0,3, ouais. plus une association à Bifo, je sais plus, 1 litre hectare, donc ça. Et sur l'autre parcelle, c'était un Cinsault, donc qui fait un peu plus de pampre, où là, il m'avait fait faire un pack que son distributeur, c'était la coopérative locale, lui incité à faire. C'était le pack Goza, qu'ils appelaient, et c'était guerrier, le pyrifluclafène, plus, alors je ne me rappelle plus les doses, plus donc le Beluca. Alors je ne sais plus les doses, mais je sais que moi j'avais rencontré ce problème-là, c'est quand on le met dans l'appareil, la bouillie change complètement la bouillie change complètement d'aspect et elle a tendance à devenir un peu visqueuse. Non, bouillie dure, vachement minérale, quoi. Ah ouais, d'accord. Et bon, après le suivi, lui il m'avait dit qu'il avait eu beaucoup d'embrun. Mais bon, alors voilà, après, c'est vrai, je me rappelle, le vent s'était levé, tout ça, et ça m'a l'air d'être beaucoup plus volatile à partir du moment où on met le vélo. Donc, eux, c'est vrai que s'ils avaient fait un pack, je sais comment ils appellent ça, le pack Bozaï, je sais comment ils appellent ça, et où on mélangeait pyrifluclafène plus ça, et on baissait les doses de pyrifluclafène. Donc, je pense qu'en termes d'IFT, ça y amène un peu. Mais je ne sais pas s'il a refait ça, c'était en 2019 que je l'avais fait. D'accord, c'était un test sur, voilà, sur un autre agri. Je n'ai pas eu l'occasion de lui demander, mais j'avais fait. Et l'efficacité sur le pampre, c'était nickel parce que je te repassé 3 jours après pour voir si ça avait bien marché. Ça, il n'y a pas de souci. Après, est-ce que le désherbage a tenu rang? Enfin, est-ce que par exemple 10 jours après ça a redémarré? Ça, je ne peux pas dire. Mais les 3 jours après, je suis passé, oui, ça avait bien marché. Après, la question, c'est est-ce que les plantes redémarrent, puisqu'on est sur un effet strictement contact. Oui, tout à fait. Voilà, il y a une réponse écrite là qui dit qu'effectivement, voilà. Moi, j'avais répondu de façon écrite. Oui, les conditions d'application sont strictes, ça marche quand effectivement toutes les bonnes conditions sont réunies et il n'y a pas de rémanence, bien sûr. Alors l'associé à du guerrier, même chose. Voilà, oui, c'est bon, son intérêt, à mon avis, c'est que c'est un produit de contrôle, mais autrement, voilà. Ouais. Voilà, il fallait le présenter parce que c'est important. C'est important de le présenter. Maintenant, c'est parlé. S'il était homologué en bio, enfin, c'était une des demandes. Perspective, voilà, mais c'est pas le cas. Et non, il n'est pas homologué en bio. Hein. Non, il n'est pas homologué en bio. Il fait partie justement de ces produits qui sont des biocontrôles non homologués en bio, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de désherbage qu'il n'y a pas de désherbage chimique, même si c'est un biocontrôle autorisé en bio. Et je voulais dire une dernière chose, mais évidemment j'ai oublié. Est-ce que tu avais été briefé, tu avais fait bien attention aux conditions d'application du traitement ou pas? Sur le pack Gozaï? Ouais, sur ça. Oui, Thibault m'avait bien dit de mettre en premier et de mettre le pyrifluclafène après. Ok. Une autre question est est-ce que techniquement il y a des possibilités de mélanger les phéromones style Eudémis et Cryptoblabès dans une machine telle que le puffer? Dans une machine telle que le puffer, on va dire, je pense que la question elle est en deux parties. Alors, mélanger les phéromones, non, au sens, mais par contre, il existe des racks qui sont en test, il existe des systèmes de type diffuseur, parce qu'il faut arrêter de citer, qui sont en test avec en fait un simple double diffuseur, qui serait efficace sur le même principe de la confusion sexuelle, qui serait efficace pour une partie du diffuseur sur le Dénis, pour une
pour une autre partie sur le CryptoBlabès. Alors, concernant CryptoBlabès plus spécifiquement, la confusion sexuelle est encore en test. Hein. Ce n'est pas, enfin, comment dire, ce n'est pas aussi développé que sur le Demis. Pour des raisons, il y a plusieurs raisons à ça qui sont finalement différentes que pour le Demis. Bon, déjà, c'est que la phéromone, par exemple, du CryptoBlabès, bon, déjà, il y a une forte variabilité génétique, ou en tout cas une variabilité génétique dans les différents cryptos, ce qui fait que il faudrait plusieurs phéromones différentes, même juste pour la famille crypto, entre guillemets. Et puis, les phéromones des cryptos sont, il semblerait, là, je vous retransmets une information que j'ai apprise. Le phéromone du crypto est beaucoup plus volatile, ce qui fait que il a tendance à moins, on va dire, rester dans les parcelles que pourrait le faire le Demis. Après, concernant le puffer, écoutez, je vois strictement aucune contre-indication au fait d'avoir des puffers Demis et des puffers crypto, sous condition quand même que la confusion crypto, qui serait biocontrôle, hein, tout autant que biocontrôle et bio, j'imagine, qui serait tout autant que pour le Demis, malheureusement, il faudrait encore qu'elle soit vraiment, qu'elle fonctionne. Voilà. Alors, je compléterai un peu, mais mélanger les phéromones, ça se fait déjà dans les racks. Oui, voilà. Ça c'est tout à fait possible. Hein. Pourquoi pas, si le phéromone de CryptoBlabès est compatible dans le puffer, pourquoi pas, mais voilà, c'est possible de mélanger des phéromones a priori. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est une question de produits, enfin de marché, de stratégie commerciale, etc. Oui, tout à fait. C'est en effet une idée qui est d'ailleurs en test, qui sera, ou peut-être qui est déjà commercialisée ou qui sera commercialisée l'année prochaine. Ça existe déjà hein, sur les zones où il y a la double pression. Ça peut être une réponse, l'une des réponses. Ok, merci pour vos réponses. On a une autre question et de savoir si vous avez des retours sur l'utilisation du petit lait. Alors, absolument pas. Pour être très honnête, tout ce qui est donc le grand monde des substances comme on l'a vu, hein, de la quatrième famille, là, tout ce qui prend en compte les substances de base, ce genre de choses, c'est très compliqué d'avoir des retours. Alors je dirais avoir des retours, il y en a plein, mais avoir des retours qui seraient répétables, ça c'est différent. Ça veut dire on a toujours, en gros, on a des expérimentations qui sont un peu montées de ci de là, toujours très et qui sont un petit peu toujours, qui sont difficilement reproductibles. Les doses sont toujours différentes, les conditions d'application sont toujours différentes, etc. Donc oui, si ce produit est utilisé, il ne faut pas être plus bête qu'un autre. Il est clair qu'il a des propriétés extrêmement intéressantes qui sont utilisées depuis d'ailleurs assez longtemps en agriculture. Maintenant, je ne pourrais pas vous expliquer des préconisations plus que ça. Et nous, en tout cas, enfin moi, en tout cas, j'en suis pas encore à ce niveau d'expertise-là. Et on est d'accord de dire que pour l'instant, dans le groupe, ou en tout cas, c'est vraiment pas des choses qui sont testées ni éprouvées en tout cas sur mon groupe. Pour ce genre de choses, sans être dans le cliché, si je puis dire. Mais je pense qu'il faut mieux s'orienter vers des conseillers qui seraient vraiment spécialisés en agriculture bio, voire même en agriculture biodynamique, qui ont une tendance à plus aller vers ce genre de comment s'appelle de produits, que peut-être des agriculteurs conventionnels. Voilà. Ok, de la même manière, on a une question assez similaire sur si vous avez également des retours sur l'acide acétique ou encore l'utilisation de vinaigre. Non, là c'est pareil. Nous, il n'y a pas de tests qui ont été faits, donc je vais pas pouvoir, j'ai pas envie de raconter des bêtises. Maintenant, je suis certain que si vous allez sur Ecophytopic, je suis certain que vous avez des Ecophytopic pour ceux qui connaissent. Je peux peut-être présenter le site 30 secondes. Ça peut être une bonne chose. Bon, je pense que les conseillers le connaissent, mais je suis sûr que ça peut intéresser quelques agriculteurs. Montrer mon écran.
Oui, je te le redonne. Je profite juste le temps du chargement de ton écran. On a une réponse complémentaire qui nous dit que le petit lait a été testé il y a quelques années par Sud 20 Bio, la Chambre d'agriculture de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et l'IFV sur l'oïdium, avec une efficacité relativement intéressante, comparable à d'autres biocontrôles, mais à des doses très élevées. D'accord, ok. Voilà. On Donc remercie il y a une d'ailleurs. étude. Donc il y a Voilà. une étude à aller, où il y a de l'archéologie à faire pour retrouver cette étude avec peut-être du coup des réponses surprenantes. Ok. C'est ça. Bon, je te laisse partager ton écran pour la petite démo Ecofitopic, Oui. Augustin. Alors Normalement, on voit ton écran, tu peux y aller. là c'est bon. Je voulais juste présenter Ecofitopic. C'était censé être la dernière diapo. Alors bon Ecofitopic, écoutez, tout simple, hein. Vous allez sur Google, Ecofitopic, hop. Alors désolé, hein, c'est l'internet dans l'Ouest audois qui est assez lent. Donc c'est un site évidemment Ecofito qui regroupe énormément d'informations intéressantes et plein de témoignages, de vidéos, de fiches sur l'agriculture qui ont été toutes produites dans le cadre d'Ecofito par tous les groupes depuis l'existence même. Et donc on peut retrouver, bon là je l'avais tapé, tiens j'avais été un petit peu intelligent sur ce coup-là, j'avais tapé biocontrôle juste avant la présentation pour voir s'il y avait des trucs qui ressortaient et notamment là par exemple vous pouvez retrouver ce genre d'informations. Là c'est un document qui avait été présenté a priori pendant le colloque national 2018 rédigé par donc une collègue et qui donc présente quelques, en tout cas ces résultats ou quelques résultats notés sur l'utilisation de la kaolinite. Voilà, un biocontrôle contre la cicadelle des grillures qui a fait parler d'ailleurs chez nous un petit peu en fin de campagne là. Voilà. Donc le site Ecofitopic, le portail, et après c'est comme pour tous les sites internet, hein, il y a une petite barre de recherche et vous tapez ce que vous avez envie de voir. Donc voilà, hein, Ecofitopic, hein, plus de 5000 ressources sur la protection intégrée des cultures. Voilà, donc, et en plus c'est sur toute culture. Voilà, bon, peut-être que certaines personnes ne connaissaient pas. C'est intéressant parce que il y a plein d'infos et tout est regroupé là-dessus, donc c'est plus simple. Allez, je le tente. C'est peut-être pas le bon exemple, hein, mais je le tente. Je suis pas sûr. Peut-être qu'on va être agréablement surpris. On va surtout être agréablement déçu de l'internet, mais bon, voilà, typiquement c'est comme ça que ça fonctionne. On va voir, on va laisser charger, puis on va peut-être prendre une autre question. Oui, il y avait une question pour Benoît là. Enfin, quelle est l'évolution de l'IFT chez toi? On a parlé IFT avant de commencer la réunion ensemble là. Alors, l'IFT de 2020, et pour moi, c'est une petite victoire. Elle est pas supérieure à celle de 2019, qui avait été une année très soft et très facile. Pourquoi? Parce que j'ai intégré dès 21 jours. Je suis un conventionnel. Et fin de saison, je l'ai géré avec des biocontrôles. Elle n'est pas supérieure à 2019. Et depuis ces dernières années, l'évolution de l'IFT chez toi, on avait parlé, on a parlé avant la réunion. Il faut vous dire qu'on a parlé des contraintes de l'IFT par rapport aux objectifs de rendement et des conditions différentes de différents vignobles. Voilà. En fait, ce qui se passe, comme je disais tout à l'heure, c'est que bien sûr que la pression d'une maladie ou de tous les agents pathogènes est fonction du rendement, ça c'est évident. Vous prenez une vigne avec un potentiel à 40 hectolitres hectare, dans le même contexte, dans les mêmes conditions, si vous mettez la même parcelle avec un objectif, même un potentiel de 100 hectolitres hectare, ce ne sera pas les mêmes moyens pour la protéger, ça c'est évident. Moi, chez moi, c'est vrai qu'il a fallu m'adapter un petit peu aux politiques de ma coopérative qui demande, nous on est positionné sur des vins industriels, enfin voilà, sur des, la concurrence, voilà, sur des volumes vrac. La concurrence fait que si on ne fait pas un minimum d'ordre. Moi, à côté de ma coopérative, j'ai des gens qui ont de l'irrigation, tout ça. Je n'ai pas de vigne irriguée. Moi, pour l'instant, je m'y refuse, mais peut-être que si on se revoit dans 5 ans, j'aurais peut-être changé d'avis, quoi. Bon, bref. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'essaie de me mettre sur des secteurs de production les plus valorisés de la coopérative. J'ai un petit peu en appellation. Alors, l'appellation, c'est la coopérative qui choisit
les vignes qu'elle veut prendre en appellation. Il est évident que j'ai un cabernet, par exemple, qui coupe en deux, où le haut de parcelle est en sélection, le bas ne l'est pas, donc j'essaie d'avoir un potentiel de production. Quand je fais mes stratégies, il n'est pas rare que le bas de la parcelle soit repris, notamment en lutte vert de grappe, où je ne prenne pas les mêmes risques que je prends sur le haut de la parcelle, quoi. Voilà. Donc, c'est évident que le potentiel de production conduit aux moyens de lutte à mettre en place. Ça, c'est évident, quoi. Voilà, ça, voilà. Moi, en appellation, ben, je laisse un rang sur 2 en herbe. C'est de l'herbe naturelle, pas semée, non. Pareil, ça, je m'y refuse. Moi, je considère, c'est ma philosophie, hein. Je considère que l'herbe va pousser là où elle peut pousser, et là où elle ne pousse pas, c'est qu'il n'y a pas la place pour l'herbe et pour la vigne. C'est ma philosophie, peut-être que je me trompe, hein, je ne dis pas. Et donc voilà. En effet, oui, le potentiel. Alors c'est vrai qu'en essayant d'accrocher le wagon des rendements, ben, l'IFT en a pris un coup. Elle est un peu montée. Voilà. Depuis, on va dire, sur les 5 dernières années, c'est la tendance à la progression. Voilà. Et pourtant, dans tu as un IFT qui a plutôt monté. Voilà, l'objectif de moins 25 ou moins 50 n'est pas atteint. Chez toi, il a plutôt monté. Alors, moi, c'est pour ça que je trouve que le problème qu'on a, nous, sur l'Ouest Audois, c'est qu'on est dans un contexte, on va dire, au niveau pression maladie qui se rapproche plutôt de la zone Midi-Pyrénées, mais on est dans le wagon arc méditerranéen. Je crois que le référentiel est à 11,5 et moi, je dois être à 13. Voilà. Et 13, je crois que c'est l'IFT de référence Midi-Pyrénées, ou 13,5 ou 13 dans ces eaux-là. Voilà. Bon, vous allez me dire, peut-être que je cherche des excuses, mais moi, ce que je me rends compte, c'est que le 11,5, je n'y arriverai pas, quoi. Ou alors, si, sur la partie herbicide, je crois que je regardais encore l'autre fois sur mon logiciel de traçat, c'est 0,7 ou 0,8. Oui, on est faible. Hein. Je n'ai pas 1,5 d'IFT, quoi. Voilà. Bon. Voilà. Alors, si, je suis en train de m'équiper, d'une canne pour faire les épamprages en électrique, hein, c'est-à-dire pour essayer d'enlever les pamprages. Mais alors, les pamprages, c'est pareil. Moi, j'y avais trouvé du bon parce que je l'avais axé dans ma lutte herbicide. Donc, mon IFT, mon demi-IFT pamprage me permettait de gérer aussi, pour les gens qui sont bio, ça ne me parle pas, c'est le pamprage chimique. Mais ça me permettait de gérer le désherbage. Là, ce que j'ai fait, ça fait 2 ans que j'ai acheté les Intercept. Aujourd'hui, l'Intercept, là cette année, l'automne a été bon. Ça fait 2 ans qu'on avait des automnes très compliqués. Ici, il y avait des pluviométries. On avait pris un Sevenol 2 ans consécutifs. Là, cette année, on a un automne, pas forcément sec, mais on va dire où on peut faire ses semis de blé, faire un petit peu de travail de sol en viti. Là, quand je les ai enlevés ce week-end, j'ai fait une dizaine d'hectares à l'Intercept, tous les rangs. Bon, ben, c'est gourmand en temps, quoi. Et la cuve à gasoil, on s'en est rendu compte aussi sur la consommation de gasoil, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est de retarder le plus possible mon premier désherbage de sortie d'hiver, qui se fera peut-être que fin avril, et que peut-être je pourrai coupler avec les épamprages. Voilà. Mais tout ça, c'est du temps et c'est gourmand voilà, sur des systèmes qui ne valorisent pas forcément. Bon, nous, on y est sur les coopératives, d'essayer d'aller sur des productions labellisées avec des labels environnementaux. Mais quand même, c'est pas le tout repos. Les biocontrôles, après, aujourd'hui, c'est clair, c'est un surcoût. Moi, quand j'utilise, par exemple, un LBG ou quelque chose, par exemple, ça, le LBG, c'est un surcoût de 30 € l'hectare quand je le couple à un cuivre. Bon, c'est pas anodin, quand même. Voilà. Une autre question technique, alors peut-être pour Augustin ou toi, ça dépend de. Est-ce que les OAD sont utilisés sur les maladies? Quels OAD tu utilises toi, Benoît, ou sur le groupe plus largement? Alors, des outils d'aide à la décision. Donc, Oui. mon décision, forcément, MIDI, ouais, le réseau régional. Donc, le piégeage sur les vers de grappe. Hein. Et alors là, je vais rien inventer, mais vraiment, ça, j'insiste beaucoup. Il n'y a rien d'informatique dedans. C'est vraiment l'observation. Alors, moi, la stratégie que j'ai mis en place sur mon exploitation, je ne me suis pas inféodé au tracteur en me disant je vais faire que du tracteur. Je m'oblige à des tâches manuelles parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais quand vous avez passé une journée dans une vigne à palisser ou à épambrer, c'est là où on observe. Moi, c'est ma philosophie. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a des gens qui sont réfractaires au travail manuel. Mais moi, c'est ma philosophie. Là où j'ai pris 2 heures,
ben, je suis en train de tailler mes vignes. Je ne peux pas tout me faire, mais je m'en fais un maximum. Et c'est là où on fait le diagnostic vigueur, le diagnostic, voilà, c'est là qu'on dit, ah, ben, ma vigne, elle est maigre, ma vigne, elle est… Parce que, voilà, pour moi, le premier OAD, et il n'y a rien de très technique là-dedans, c'est l'observation, l'observation, l'observation. C'est la meilleure réponse qu'on pouvait avoir, je crois, là. Oui, très bien. Rien à ajouter. Je vous remercie beaucoup pour vos partages d'expérience. Alors, on a une question de demander si les résultats de l'expérimentation RESAP pourront être diffusés. Augustin, tu en avais parlé tout à l'heure. On pourra vous les diffuser par la suite, pour donner moins d'informations sur le projet. Je vous remercie à tous pour votre participation et aux intervenants pour leur témoignage. Donc, cette série de webinaires s'inscrit dans l'action Rencontre Alternative Phyto qui vise au témoignage d'agriculteurs et d'ingénieurs réseau membres des groupes défis. Vous retrouverez la dernière séquence de ces webinaires jeudi prochain où on discutera de la qualité de la pulvérisation avec le réseau de la Chambre d'agriculture de l'Hérault. À la clôture de ce webinaire, vous allez vous allez être redirigé vers un petit questionnaire de satisfaction. Je vous invite à le compléter pour nous aider à nous améliorer et pour nous dire ce que vous avez pensé de ces webinaires. Je vais vous diffuser une vidéo le temps de vous laisser vous déconnecter et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Alors, j'arrête. Hop. Ouais, l'intercelle, là, j'en ai fait un paquet. Là, je fais pas 8 ou 10 hectares, tous les rangs et tout. Ouais. En taillant, c'est la galère.
Allez, c'est bon, on est juste entre nous. Je réactive les caméras. Vous nous voyez? Oui, Ah ça ouais. y est. Super.